Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir. On a la chance d'être accompagné d'Alexandre Baradez, notre analyste, et on va s'intéresser au scénario pour ce deuxième tour des législatives. Alors, avant que je laisse la parole à Alexandre pour qu'il se présente pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent, est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, dans la fenêtre questions, que vous entendez bien et que vous voyez bien la présentation, hein? Juste une petite validation, à l'écrit. Voilà, bon, parfait. On me dit que tout est OK, donc on va pouvoir démarrer. Merci à tous. Servez-vous de cette fenêtre questions vraiment tout au long de la présentation pour poser vos questions. C'est des séminaires qui sont vraiment pensés en live. Vous avez la chance, d'être en échange direct avec Alexandre, donc profitez-en pour poser vos questions. C'est une situation en plus inédite, donc je suis sûre qu'il y a énormément d'interrogations. Merci Alexandre de nous rejoindre. Alors, je te laisse la parole Bonsoir Maëva. pour que tu te présentes un petit peu et puis après, je parlerai de l'avertissement. Voilà, en une minute, pour les personnes qui ne te connaissent pas, un petit peu ton parcours et ce que tu fais chez IG. Oui, bonsoir Maëva et bonsoir à tous. Ravi de retrouver pour donc ce deuxième volet, hein, c'est la deuxième session de live consacrée à la politique française. Donc le premier c'était avant le premier tour. On avait dit qu'on en fera un deuxième donc dans l'entre-deux tours parce qu'il ne s'est pas encore passé des choses. On va voir les taux, les spreads, etc. Rapidement, donc moi je suis Alexandre Baradez, je m'occupe des analyses de marché pour le courtier IG en France. Donc c'est multicasquette, on fait des analyses à la fois écrites, on fait des analyses vidéo, des lives comme ce soir par exemple. On fait des lives tous les matins aussi à 11 heures avec des points macro et des points marchés. Une activité réseau aussi qui est très importante, hein, sur Twitter, sur LinkedIn, où on poste pas mal de choses. Et puis de la partie média aussi, hein, donc on est invité et interrogé par les médias pour donner notre avis sur les marchés. Donc on fait des conférences aussi physiques avec les clients, des rencontres, voilà, clients, événements, différents types d'événements. Voilà, donc j'ai une casquette comme ça assez large et intéressante. Et donc je suis chez IG depuis maintenant 11 ans, c'est ma 11e année chez IG en tant que responsable d'analyse de marché. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, je vais vous parler de l'avertissement très rapidement, hein. Je vous invite, à lire. Alexandre va être amené à prendre, des cours. Vous verrez des graphiques, hein, qui sont là pour illustrer son propos. Il s'agit absolument pas de conseils ou de recommandations, c'est simplement sa lecture du marché, sa vision des choses. Voilà. Également, comme vous êtes nombreux à nous rejoindre, hein, depuis le concours de trading, sachez qu'avec IG, vous allez être bien accompagnés et vous faites le bon choix. Ça fait 50 ans qu'on existe à l'international, on est coté à la Bourse de Londres, on a la chance d'être présent depuis déjà 17 ans en France, avenue Georges V. Ça aussi, c'est très important, hein. Vous contractez avec une entité française, donc vous avez toutes les garanties de la loi française et par les temps qui courent, être entouré d'un bon broker, c'est très important. Donc voilà, vraiment, j'insiste sur ce point. On a plus de 381 000 clients à travers le monde. On est leader mondial de l'investissement en ligne. Vous avez plus de 17 000 valeurs qui sont disponibles. L'idée, c'est de se dire que chez IG, vous allez vraiment pouvoir trouver tout ce qui vous convient, que ce soit du produit listé, du produit au contraire avec plus ou moins d'effet de levier, du CFD, des actions, des cryptos. Tout est disponible pour vous permettre vraiment d'avoir un one-stop shop. Eh bien, écoute, Alexandre, je te propose qu'on entre dans le vif du sujet. Avec plaisir, c'est parti. Donc on va commencer avec j'ai préparé une quinzaine de slides, hein, pour voilà pour à la fois ce que vous avez actuellement à l'écran, c'est le résultat des derniers sondages. Alors il y a plusieurs sondages, hein, évidemment, il n'y en a pas qu'un seul, mais la plupart ceux réalisés par l'IFOP et celui-ci semble aller dans le sens. Donc on va les faire dans quelques instants. J'ai préparé des petits graphiques également, faire un point sur les taux avant la dissolution, après le premier tour et donc maintenant juste avant le second tour, où on en est par rapport au taux, au spread. On voit que c'est un petit peu amélioré d'ailleurs, hein, ces derniers temps. Reparler un petit peu des hypothèses euh, d'après second tour, s'il y a effectivement l'absence de majorité absolue, quels peuvent être les scénarios politiques de gouvernance aussi, hein, par rapport aux ministres et par rapport à l'Assemblée nationale. Reprendre quelques cas comme l'Italie, par exemple, en reparler un petit peu de l'Italie, mais en essayant de se projeter sur la France, hein, qui n'est pas forcément similaire à l'Italie non plus, mais on compare beaucoup avec l'Italie ces derniers temps, mais on a des caractéristiques qui nous sont propres. Et puis parler un petit peu encore des banques centrales de ce contexte-là, qui peuvent jouer un rôle a posteriori. Espérons d'ailleurs qu'elles ne jouent pas de rôle, les banques centrales, hein. C'est ce qu'il faut souhaiter après ce second tour, mais il y a quand même la présence de banques centrales in fine, dont on va reparler un petit peu. Alors, on va commencer dans le vif du sujet et vous me posez vos questions quand vous voulez. C'est Maëva qui me les donnera.
On va commencer par ce dernier sondage, ces derniers sondages en tout cas. Donc, celui-ci, donc c'est un sondage Toluna, pardon, Harris Interactive, donc pour différents partenaires. Et vous avez donc voilà ce à quoi ressemblerait l'Assemblée nationale après le second tour. Il y a eu un sondage IFOP également qui est paru aujourd'hui, qui a à peu près les mêmes répartitions que celui-ci, et donc qui, vous voyez, donnerait pas de majorité absolue au Rassemblement national, avec donc un axe plus central, les Républicains et Ensemble, et puis une partie plus à gauche ici, avec le NFP et puis la partie diverse ici, 17 à 31 sièges. Donc, il semble qu'on s'oriente finalement vers ce pourquoi les marchés se sont positionnés. On a eu toute cette semaine, il n'y a pas eu de réaccélération à la baisse du CAC 40, des cassures très fortes par rapport au niveau d'il y a plusieurs jours. On voit que les spreads ne se sont pas, et je vous montrerai que les instants ne sont pas redégradés. Donc, le marché actuellement, il est en train de payer le scénario que nous avons à l'écran. Et après, je compléterai un petit peu sur la question de la gouvernance et sur quoi ça peut résulter en termes de prise de décision. Mais les derniers sondages, en tout cas, on verra demain, il y a encore une journée possible, mais les derniers sondages semblent donc écarter la possibilité d'une majorité absolue. Donc, évidemment, s'il y avait majorité absolue, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que les yeux se tournent plus, et la probabilité jusqu'à présent était quand même bien plus élevée, même quasi exclusivement côté RN en termes de majorité absolue. Celle du NFP semblait totalement écartée, je pense, les toujours. Donc la question, c'est est-ce qu'il y aura, in fine, majorité absolue pour le RN et les alliés ou pas? Et les derniers sondages, de toute façon, ce ne sont que des sondages, on a quand même un constat qu'on peut faire, c'est que les sondeurs français ne sont pas mauvais, hein. C'est quand même le constat qu'on peut faire sur différentes élections qu'on a traversées, par rapport notamment aux États-Unis. Il y a une précision, une finesse d'analyse chez les sondeurs français qui a été reconnue de manière un peu globale, et qui est plutôt bien réelle. Donc, si effectivement ces sondages ne se trompent pas, je veux dire, une fois de plus par rapport au premier tour, eh bien, c'est ce à quoi pourrait ressembler donc l'Assemblée nationale. Alors, comment se comportent les marchés dans ce contexte? On va d'abord regarder le 10 ans français, hein. C'est donc le taux de référence de la France, l'OAT 10 ans. Il y a plusieurs OAT, hein, sur plusieurs échéances, mais le taux de référence, c'est le 10 ans. Une courbe, oui, on prend un peu l'historique, où on regarde où on en était par exemple l'année dernière, pour montrer que même si là ça s'est un petit peu tendu ces derniers jours, on n'est même pas encore revenu, vous voyez, sur les niveaux qu'on avait en octobre dernier par exemple, où on ne parlait pas de politique à ce moment-là. À l'époque, on parlait surtout de quoi? D'inflation et de politique monétaire. Et le taux 10 ans français, vous voyez, était à 3,60. Donc malgré tout cet épisode, dissolution, tractation, désistement, etc., on est toujours pour l'instant, vous voyez, à 3,27, on était monté un peu au-dessus de 3,30, mais on n'a pas refranchi les plus hauts, là, soit un symbole quand même assez fort, psychologique assez fort, on n'a pas refranchi des niveaux qui étaient touchés il y a quelques mois à 3,60 et qui n'étaient pas non plus des niveaux de panique dans le marché à ce moment-là. Donc, voilà, 10 ans français, il était en gros à 3,10 avant dissolution, il est montré à 3,34 2 jours après, il s'est un peu détendu, il se retend avant le second tour, après il monte, là, vous voyez, en début de semaine, dans la zone 3,36, 3,37, et il se redétend un petit peu, sachant aussi que la détente que vous avez là, c'est pas seulement par rapport au sondage ou à ce qu'on a montré précédemment, il y a aussi un petit effet lié aux chiffres américains. Vous savez que le 10 ans américain s'est pas mal détendu ces 2-3 derniers jours, depuis le début de la semaine, avec pas mal de statistiques américaines en dessous des attentes, ISM manufacturier et surtout ISM service, hein, hier, qui s'est nettement, qui a montré un vrai ralentissement, une contraction par rapport au mois précédent, double contraction en tout cas en l'espace de 3 mois. Donc, on commence à se dire, tiens, effectivement, on avait déjà un peu ce soupçon, hein, quand on regardait les stats américaines depuis un mois et demi, 2 mois, mais on voit que désormais des indicateurs avancés très importants comme l'ISM, eh bien, semblent nous montrer qu'effectivement, on s'oriente vers un ralentissement de l'économie américaine, donc qui est plutôt propice à ce que la Fed commence à baisser les taux très vraisemblablement au deuxième semestre. Et la question, c'est plutôt septembre ou décembre, vous voyez. Mais donc, pourquoi je vous parle de ça en parlant du 10 ans français? Parce que cette détente qu'on a sur le 10 ans français, elle est aussi la résultante de ce qu'on observe sur les taux américains. Et on sait qu'il y a toujours un effet, hein, des taux américains, ou partiel en tout cas, mais qui est toujours là quand même, de ce qui se passe sur l'obligataire américain par rapport à l'obligataire européen. Donc vous voyez, il n'y a pas seulement un sujet politique, il y a aussi, hein, la macro américaine qui influence un peu cette détente. Et la vraie bonne nouvelle pour la France ces derniers jours, c'est que le spread, et ça c'était vraiment le plus gros facteur de risque pour la France, hein, c'est le spread, je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous avez un îlot central au niveau européen, c'est l'Allemagne. Le taux de référence, c'est toujours le taux 10 ans allemand dans cet ensemble européen. Et sont arrimés à ce taux 10 ans, en tout cas sont référencés par rapport à ce taux 10 ans. Ben, le taux 10 ans, enfin pas sont référencés, mais gravitent autour, on va dire, le 10 ans français, 10 ans italien, 10 ans belge, à tous les taux de pays de la zone euro. Et l'idéal, c'est que tous les taux 10 ans de la zone restent le plus proche possible du 10 ans allemand, qui est toujours moins élevé ou autre, parce que l'Allemagne, économie de référence, peu endettée, etc., même si elle a mal performé ces 2 dernières années, attention, ça ne veut pas dire que c'est une économie de référence qu'elle a cartonné ces derniers temps. Elle a plutôt sous-performé ces derniers temps, mais comme c'est un pays qui est peu endetté, toujours avec une bonne discipline budgétaire, eh bien, on regarde toujours son taux et on regarde
de combien s'écartent les autres taux de référence en Europe, français, espagnol, par rapport aux taux 10 ans allemands. Et donc, plus on s'écarte de ce taux de référence, plus c'est un signe qu'il y a une aversion, une défiance par rapport aux pays qui s'éloignent du taux de référence allemand. Et c'est ce qui s'est passé donc pour la France, même si ce n'est pas dramatique en soi, mais il y a quand même eu des mouvements assez sérieux. On était, vous voyez, avant la dissolution à 50 points de base, donc 0,5% d'écart. On est monté premier G, ça stagne ici, et avant le premier tour, vous voyez, on est monté jusqu'à 0,85, c'était donc le jeudi ou le vendredi, donc de la semaine dernière avant le premier tour. Et ensuite, élection qui passe, premier résultat, et les sondages ensuite qui arrivent derrière, et vous voyez que le spread, c'est plutôt resserré, de 85 points de base ici, on est aujourd'hui, et même hier on était un peu plus bas, on est retombé à 68, à 70 points de base, mine de rien, bah, c'est le niveau le plus bas qu'on ait connu, je ne mets pas entre guillemets, mais c'est le niveau le plus bas qu'on ait connu en 3 semaines. Vous voyez, c'est quand même psychologiquement quelque chose qui s'est produit. Donc on n'est pas revenu à 50 points de base non plus, hein, faut pas non plus dire c'est formidable, mais disons que la tension est quand même tombée d'un cran, et le fait que cette tension tombe d'un cran, bah, ça rejaillit sur les actifs français, le CAC 40 notamment, qui, pour ces raisons-là, est venu reprendre un petit peu de terrain. Alors, je dirais que ça, c'est une situation qui peut persister si effectivement le scénario qu'on avait décrit là par rapport à ces sondages se maintient lundi. Si en revanche, vous avez une grosse surprise non prévue par les sondeurs et majorité absolue pour le RN, là, il y aura une surprise sur le spread. Je pense qu'on montera assez vite à des 0,8, voire un peu dessus. Après, la question, c'est si il y a une majorité absolue RN, est-ce qu'on pourra aller beaucoup plus haut que les niveaux, vous voyez, 0,85 ici, qui étaient des niveaux de crainte que le marché avait avant le premier tour. Vous voyez, donc je pense que s'il y a l'effet de surprise, oui, le spread se tendrait assez rapidement derrière. Après, la question, je pense que le marché attendrait quand même peut-être de voir aussi les premières annonces, hein, s'il y a majorité absolue, avant d'aller peut-être chercher les 100 points de base et au-delà, si vraiment il y avait une inquiétude qui était présente. Donc, il me semble que là, on a un petit matelas, je ne dis pas de confort, hein, 15 points de base d'écart par rapport au sommet, c'est pas non plus Byzance, quand on voit à quelle vitesse hein, le spread peut bouger, mais disons que c'est quand même plus confortable d'aller vers le second tour avec un spread à 70 points de base que d'y aller avec un spread à 85 points de base. Donc, on verra demain soir à combien on en est. Et pour ça, je vous invite à suivre, hein, je vous rappelle souvent les comptes Twitter où je mets beaucoup de choses. Ce genre d'infos, je vous les mets régulièrement tout au long de la journée, tout au long de la semaine surtout. Hein. Je vous fais toujours un petit point pour vous dire attention, voilà, le spread se tend, le spread se détend. C'est aussi un bon marqueur d'analyse par rapport au CAC 40, de savoir si on a envie d'aller sur le CAC, ben, est-ce que c'est plutôt favorable en ce moment par rapport au spread ou pas. Le CAC 40 a été très très actif par rapport au spread. Chaque fois que le spread s'est tendu, le CAC a baissé. Chaque fois que le spread s'est détendu, le CAC a rebondi. Hein. Donc c'est vraiment une grosse corrélation entre les deux. Je vous ai montré ça aussi la semaine dernière, donc je vous montre aussi pour les gens qui n'étaient pas là avec nous la semaine dernière, je vous montre assez rapidement pour montrer les niveaux un peu historiques de spread hein, OAT Bund. Vous voyez des phases, on voit très bien ici, hein, cette envolée, c'était lors de la crise de la dette en zone euro, 190 points de base au maximum d'écart, donc c'est pas la zone actuelle, c'est pas non plus les 0,8 ou 0,85 de la semaine dernière, c'était vraiment la panique complète. Donc heureusement pour nous, nous ne sommes pas. En revanche, hein, la semaine dernière à Alors 0,85, c'était le. Alexandre, on Oui. m'indique qu'on ne voit pas les graphiques. Ah. Alors, est-ce que Mhm. c'est très étonnant parce que je les vois en Tu les tant vois, toi? que participante. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que d'autres personnes peuvent nous confirmer s'il y a un problème d'affichage des graphiques? Puisque moi, là, je les oui, on me confirme qu'on les voit aussi, hein. Donc voilà, Ah bon, je super. pense que Bon, alors c'est un problème individuel. Alors peut-être ouais, peut-être qu'il y a je deux pense que écrans c'est qui un sont problème branchés. Est-ce individuel, que hein. ouais, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un deuxième écran qui est allumé? C'est Donc ça, ou peut-être un temps alors, de latence, ouais. Alors, du coup, éventuellement, rassurez-vous, ce sera en replay, hein, donc vous embêtez ainsi, je ouais. n'arrive pas à le suivre là, ce sera en replay dans tous les cas, donc hein, vous pourrez le revoir juste après. Donc voilà, juste, oui, donc le spread actuellement, voilà ce qu'on disait la semaine dernière dans le dernier webinaire, c'était ça, c'est de dire, voilà, on est un petit peu au milieu du gué, quoi. Hein, c'est-à-dire que c'est pas la panique non plus, mais le confort qu'on a connu, vous voyez, dans ces périodes où la Banque Centrale Européenne achetait la dette, était très accommodante ou autre, c'était des spreads à 0,2, 0,3, vous voyez. Hein. Donc quand tout va vraiment bien, on est quand même plutôt 0,2, 0,3, donc à 20 à 30 points de base. Là, 80 ou 70 points de base, c'est une zone de confort très moyen. Quoi. Alors, c'est plutôt inconfortable, on va dire ça comme ça, c'est inconfortable, c'est pas encore la panique. Donc voilà, la question, et ce qui va driver le CAC 40 après l'élection, c'est évidemment si on a un spread qui retombe après le second tour à 60 et puis 50 points de base, très, 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 très probablement, vous aurez un CAC 40 qui va accélérer. D'ailleurs, ce sera un très bon signal d'ailleurs. Hein. Si on a, vous voyez, un spread qui tombe à 60, 50 points de base dans les quelques jours qui suivent ou les quelques semaines qui suivent l'élection, et que le CAC réattaque les 8000 points,
là, normalement, vous aurez un signal assez cohérent pour repasser long sur le CAC de manière, je ne dis pas certaine, mais avec un degré de confort plus important que ce qu'il y a actuellement. Donc là, actuellement, voilà, on note une petite détente, mais on ne peut pas dire non plus qu'on est certain que le 85 points de base était le plafond. Hein. Encore une fois, c'est le marché qui gère. Hein. C'est le marché, les investisseurs, les prêteurs qui disent, voilà, est-ce que je dois me couvrir un peu plus ou pas? Est-ce que je dois vendre la dette française ou pas? Donc, il y a l'élection, il y a ce qui va en résulter et les premières paroles, et ça, je vais en parler après parce que il y a la question après pour l'instant, le marché, je dirais, a écarté les hypothèses les plus radicales, c'est-à-dire d'une majorité vraiment extrême gauche ou extrême droite. C'est pour l'instant ce qui ressort de cette opinion de marché. Reste ensuite la deuxième couche. C'est s'il n'y a pas de majorité absolue, comment on gouverne? Quelle décision on prend à l'Assemblée? Ça, je vais en parler dans quelques instants. Je continue un petit peu rapidement, on va Alors, sur les on a spreads. quelques questions. J'en Oui, vas-y. profite parce que tu parlais justement du CAC et de son évolution possible. Donc, Oui. première question. Malgré le blocage politique ainsi que la possible crise sociétale, imagine-t-on le CAC poursuivre sans accroc sa tendance haussière? Alors, ben, je vous montre un peu maintenant. C'est fait que c'est des questions sur le CAC, vu qu'on en parle là. Je vous montre ce graphique du coup. Hein. J'ai prévu de le montrer plus tard, mais on peut le faire dès maintenant. Voilà, c'est le CAC hors dividende, hein, qu'on connaît tous. Moi, j'ai toujours cette impression, oui, c'est mon analyse, hein, que vous voyez, si on reprend un peu le parcours du CAC depuis une quinzaine d'années, donc ça, là, c'était les plus bas de la crise des subprimes, vous voyez. Ensuite, on s'était installé pendant une dizaine d'années quasiment dans une espèce de canal comme ça, très régulier, vous voyez, on oscillait, mais il y a toujours avec un biais bien haussier. On sort de ce canal sur un Black Swan qui a été le Covid, on en sort. Vous voyez, on tape bien le bas du canal et on réintègre. On va très très vite sur le haut du canal trop vite et on en sort même, ça c'était la bulle post-Covid, 20, hein, vous voyez, des niveaux de variation trop importants à ce moment-là qu'il faut corriger et on corrige sur le bas du canal. Oui, c'est quand même très régulier tout ça. Hein. Et puis on repart, on reste un peu sur le haut du canal, dernier plongeon dans le canal et on en sort avec des beaux pullbacks sur le haut du canal. Vous voyez. Donc je dirais que pour moi, ce canal-là, c'est un peu c'est le passé. C'est-à-dire que c'est une zone dans laquelle on a beaucoup évolué pendant pas mal de temps. Et progressivement, oui, on en sort. C'est pas une ligne droite non plus. Il y a des à-coups, des corrections, etc. Mais on en sort. Et il me semble que la nouvelle trajectoire, c'est plutôt celle-là, celle d'un autre canal comme celui-ci, donc qui est voilà, un peu différent du précédent. Et que euh, le risque qu'on a actuellement, même après cette élection au second tour, et je vais parler après de ce risque un peu de blocage, c'est pour ça que je voulais montrer le CAC un peu après, parce que pour d'abord expliquer un peu expliquer, sans être spécialiste, sans être un politologue, mais euh, l'idée d'avoir mais si vous voulez, je peux vous l'expliquer maintenant. En fait, ça me permettra de mieux rebondir sur le CAC 40, de vous expliquer un petit peu cette partie-là. Là, je vous montre ça, c'est Mario Monti. Pourquoi je vous le montre? Parce que euh, ce qui peut se passer au niveau de l'Assemblée, c'est que, et je vais vous remettre le graphique que vous aviez tout à l'heure ici, c'est s'il n'y a pas de majorité absolue, euh, peut-on former un gouvernement déjà? Peut-on former un gouvernement? Euh, Si on n'y arrive pas, il faudra à ce moment-là avoir un gouvernement, comme on avait en Italie, ça s'est produit à 4 reprises en l'espace, depuis en gros le début des années 90, à 4 reprises, il y a eu ce qu'on appelait des gouvernements techniques. Un gouvernement technique, c'est un gouvernement qui est formé par des gens qui peuvent être des profs d'université, qui peuvent être des économistes, des hauts fonctionnaires, hein, qui ne sont pas des spécialistes de la politique, mais qui sont souvent en revanche appuyés, qui ont la caution d'une personne politique connue. Par exemple, pas quelqu'un du centre qui dira voilà, ce personnage-là, je pense qu'il peut remplir certaines fonctions vu qu'il y a un peu de défiance politique en ce moment, etc. Lui, en revanche, c'est un spécialiste, pas que de la dette. Lui, c'est un spécialiste j'en sais rien, du côté médical. Lui, c'est un spécialiste. Vous voyez, et un gouvernement donc de technocrate. J'aime pas ce mot technocrate qui signifie, ça fait un peu rond de cuir. Ah, alors, par contre, j'ai été déconnecté. Voilà, j'aime pas trop le mot technocrate, je trouve ça un peu péjoratif. Plutôt que vraiment de technicien, de spécialiste, en fait, hein, dans chaque domaine, et qu'on met à des postes qui seraient l'équivalent de postes de ministre pour prendre des décisions dans l'intérêt de la France, une sorte de gouvernement, je ne dirais pas d'union nationale, parce que c'est plutôt de la politique, mais justement, c'est des gens qui sont un peu hors politique, et qu'on met là parce que justement, la politique n'arrive pas à rassembler. Donc, ça, c'est un scénario qui ne me semble pas complètement fou, mais ça ne s'est jamais vu, en revanche, en France. Hein. En France, il y a souvent des gouvernements qu'on appelle d'union nationale, donc voilà, pour l'intérêt de la nation, on arrive à trouver quelques accords, mais c'est quand même, on avance très lentement. Euh, donc, l'idée, c'est un peu ça, c'est que euh, quel gouvernement va sortir de ça? Est-ce qu'on arrivera déjà à former un gouvernement? À quelle vitesse? Il ne faudra pas redissoudre à nouveau l'Assemblée nationale à un moment donné. Vous voyez, il y a quand même des grosses questions qui vont se poser. Et moi, si vous voulez, le risque que je perçois, et après je vais vous parler du CAC 40 ensuite, c'est que pour le marché, on va penser un peu froidement comme le marché. Le marché, ce qu'il regarde, il regarde une seule chose, c'est quelles sont les perspectives de croissance pour le pays dont on parle, quelle est la soutenabilité de sa dette. Voilà. C'est les questions primaires. Est-ce que la situation actuelle permettra d'entretenir un schéma de croissance et
est-ce que la composition politique, si on y arrive déjà à cette composition, et on avoir une assemblée qui fonctionne et un gouvernement qui fonctionne, et si on n'y arrive pas, quelles sont les conséquences justement d'un blocage à l'Assemblée? C'est-à-dire où finalement, comme il n'y a pas de grosses forces qui dominent, eh bien, toutes les forces s'annulent finalement et aucune décision ne peut passer parce que personne ne veut voter pour la mesure du voisin et vice-versa. Et le risque à ce moment-là, c'est pour la dette. C'est-à-dire que la trajectoire de la dette, et je vous le montre maintenant aussi, voilà, ça c'est le déficit, donc le ratio dette par rapport au PIB, hein, chaque année. Le ratio dette par rapport au PIB. On rappelle que l'objectif, les critères européens, c'est d'être dans la zone des, si je ne me trompe pas, c'est 3%. On y était un peu d'ailleurs, regardez, avant la crise Covid, ici, 2 et quelques, moins 2 et quelques, on a réussi pendant 2 petites années à parvenir à ça, ce résultat. Et puis le Covid est passé par là, donc là, c'est dépenses à gogo pour tout le monde, hein, États-Unis, Europe, dans tous les pays, ça s'est vu. Et là, vous voyez, on a tapé des quasiment 9% de déficit, l'année d'après, on était encore à quasiment 7%, puis l'année suivante, vous voyez, 2023, pardon, 2022 ici, c'était encore du 5, et l'année dernière, vous voyez, c'est là qu'il y a un problème, c'est que on a eu plus de déficit que l'année d'avant, alors que l'année d'avant, c'était plutôt une normalisation du post-Covid, si vous voulez. Donc là, c'est ça qui a fait tiquer notamment les agences de notation qui ont dégradé notamment la France. Et vous voyez que le problème, c'est qu'on arrive dans une espèce de crise politique avec un déficit qui correspond à plus de 5% du PIB, 5,5% du PIB. Donc, ce qui signifie que s'il n'y a plus de capacité à prendre les décisions politiques, le risque pour l'économie française, si le... Je suis désolé, ça bouge un petit peu, je ne sais pas pourquoi ça passe d'un écran comme ça à l'autre. Le risque donc pour le, voilà, j'espère que ça va tenir. Le risque pour l'économie, c'est que comme il y aura difficulté à passer des lois au niveau de l'Assemblée nationale s'il n'y a pas d'entente politique qui se fait, eh bien, c'est qu'on ne pourra pas prendre de mesures visant à résorber ce déficit. Il est à 5,5, il est totalement non tenable, il est inacceptable. Bruxelles, avec d'autres pays aussi, a lancé des procédures visant à contrer les déficits excessifs. Bruxelles juge, et ce qui est vrai, 5,5% de déficit, c'est excessif. On ne peut pas accepter ça au sein d'une union. On rappelle qu'on fonctionne toujours dans le cadre d'une union. Et une union, ça fonctionne avec des respects de règles de la plupart des membres. Parfois, pour des difficultés, et on s'explique, etc., on trouve des solutions. Mais si, de manière récurrente, on bafoue complètement les règles, quand tout le monde fait du déficit au même moment parce qu'il y a le Covid, ça, on accepte. C'est logique, c'est une nécessité commune. Mais quand après, certains pays arrivent à retrouver plutôt des schémas de 4 ou 3 et que d'autres restent à 5 ou 6, c'est là qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, si vous voulez. Donc, la France n'a pas le luxe, en fait, de s'autoriser encore 2 ans, 1 ou 2 ans, à 5% de déficit. Et c'est là qu'on peut se poser la question, comment un gouvernement qui serait mal formé ou pas formé, ou une assemblée bloquée, eh bien, parviendrait, s'il y a des bisbilles permanentes, à résorber ce déficit. Par quelle mesure? Certains réclameront effectivement des hausses d'impôts, d'autres diront non, c'est hors de question, moi je veux une taxe, je sais pas quoi, sur la fortune, les autres diront moi non, je veux pas ça, je veux une taxe sur les... Vous voyez, et donc si ça reste bloqué, le risque c'est quoi? Eh bien, c'est que l'aspect euh, dette l'emporte aux yeux du marché et qu'à ce moment-là, et je reviens sur mes graphes, qu'à ce moment-là, vous ayez un spread qui très vite aille chercher les 100 points de base dans l'optique d'un blocage politique dans les semaines qui suivraient. Je ne pense pas que le marché attende 6 mois pour ça, hein. On va voir le second tour. On va voir ce qu'il en ressort, s'il y a une capacité ou pas à former un gouvernement déjà, qui participe à ce gouvernement et est-ce que ça peut fonctionner. Si très vite on se rend compte que ça bloque de ce côté-là, je pense que les spreads à 70 points de base, ils ne vont pas rester longtemps à 70 points de base, hein. Ils vont aller chercher très vite 0,8, 0,9. Et là, effectivement, je reviens du coup au CAC 40 qu'on voyait tout à l'heure, c'est là que vous avez le risque d'aller chercher le bas de ce canal haussier qui se trouve à 7000 points. Après, attention quand même que si nous arrivions sur un schéma un peu de stress supplémentaire à 7000 points, ça fait déjà 15% de baisse du coup par rapport au sommet. 15% de baisse, là on parle bien d'entreprise, on est d'accord, une entreprise qui a une activité mondiale, etc. Mais on a vu que ce que le CAC n'a pas aimé, ce que les investisseurs n'ont pas aimé, c'est justement cette thématique fiscale. Certains avancent l'argument, certains responsables politiques, de dire on va taxer, taxe sur les super profits par exemple, et évidemment, qui fait des super profits, c'est les boîtes du CAC 40. Donc, c'est ça que les investisseurs n'ont pas aimé. Et tant que fiscalement on n'aura pas une trajectoire qui paraît soutenable où les taxes peut-être un peu variées, un peu modulées, mais qu'on ne tape pas que sur un secteur ou que sur un secteur, le marché effectivement peut rester un peu craintif. Mais il me semble quand même que même si ce débat de taxes devait prendre un peu plus corps, il me semble quand même que 15% de baisse par rapport au sommet, ça traduit quand même des inquiétudes déjà de taxes sacrément importantes, hein. Si on parle que de taxes, vous imaginez, pour baisser de 15%, c'est-à-dire qu'on estime aussi que les résultats des boîtes ou autres peuvent chaque année, pendant les années qui viennent, être impactés de 15%, vous vous rendez compte. Il faut de sacrés impôts pour arriver dans ces eaux-là. Donc c'est pour ça que moi je pense que par rapport
au ratio du CAC 40, au multiple de valorisation ou autre, il me semble que déjà si nous allions ici sur le bas de canal, donc à 7000 points, déjà vous rentreriez à nouveau dans l'ancien canal, ce qui est plutôt une preuve effectivement de retracement un peu costaud déjà, plus le bas de canal du nouveau canal, ça fait déjà des points, vous voyez, assez, je trouve assez baissiers. Voilà. Et après, j'imagine pas qu'on puisse aller vraiment beaucoup, beaucoup plus bas derrière. Encore une fois, ne jamais dire jamais, hein, on n'est pas non plus des devins, mais ça voudrait dire que si on va beaucoup, beaucoup plus bas, c'est que euh, je dirais, l'irresponsabilité politique prédomine. C'est ça que ça veut dire. Si le marché commence à paniquer de ça, c'est on a fait une casse politique qui. Alors vous me direz, c'est pas impossible. Hein. Encore une fois, je suis pas là pour les défendre non plus. Hein. Mais à un moment donné, quand les marchés, c'est ça que je veux dire par là, c'est que les responsables politiques, parfois aussi radicaux soient-ils, ou ont des idées toujours parfois un peu hors normes, il me semble que la force de rappel du marché est la force principale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peu importe que vous soyez RN, LFI ou autre, si le marché vous fait comprendre qu'on ne vous prête plus, qu'on exige de vous des rendements beaucoup plus élevés pour vous prêter, hein, je te prête, mais je ne veux pas ton 3%, je veux que tu me donnes du 4 et du 5% en échange par an, c'est là qu'on va voir les spreads bouger. Et ça, je pense que peu importe votre couleur politique, si vous commencez à comprendre que vous n'êtes plus financé, mais imaginez les conséquences sociales, c'est 10 fois pire. C'est pas se dire ah je vais perdre une voix ici ou là, c'est que là si les spreads s'écartent comme ça et que les taux de la France commencent à grimper, c'est-à-dire qu'on commence à vendre la dette française et je vous laisse imaginer la tête des prochaines adjudications. Attention, ça veut donc dire que la demande sera moins forte, que les rendements exigés par les prêteurs vont être plus importants. Et là, c'est tout le système français qui va être bancal. Financement des retraites, financement de la sécurité, vu qu'on est toujours en déséquilibre. Si en plus on ne vous prête plus pour financer ça, vous faites comment? Vous voyez? Et si en plus vous commencez à menacer de je vais taxer les comptes d'épargne, les trucs, les machins, imaginez le drame psychologique. On ne consomme plus, les marchés, c'est une défiance absolue. Enfin, vous vous rendez compte? Donc il me semble, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est un scénario un peu noir quand même. Hein. Il me semble que dans un scénario déjà un peu extrême court terme, taper un 7000 points me semble déjà un risque. Mais qu'aller beaucoup plus bas que ça, enfin, pour moi le 7000 c'est déjà un scénario un peu extrême, voilà, hein, pour vous répondre. Pour moi le 7000 c'est un scénario un peu extrême. Déjà, je considère que 7005, ça on l'avait déjà dit il y a quelques jours déjà, hein, que c'était plutôt un niveau intéressant à moyen terme pour commencer à rentrer un peu, et que si le marché venait à ce que j'appellerais une capitulation, c'est-à-dire un dernier mouvement de baisse comme ça à 7000, voilà, un peu capitulant, alors c'est peut-être pas 7000, peut-être ça passera un peu en dessous, et puis ça repartira, mais il me semble qu'à partir du moment où on est sur le bas du canal, si on y est toutefois, c'est plutôt une zone en dessous de laquelle on aura du mal à rester, ou sur laquelle on ne restera pas forcément très longtemps. Donc voilà un peu mon scénario, parce que le CAC n'est pas non plus extraordinairement cher, parce que la dynamique européenne d'un point de vue économique n'était pas forcément mauvaise, elle était plutôt en train de repartir dans les mois qui ont précédé la question électorale à la fois européenne puis française, et parce qu'ensuite, il y a des aspects aussi de baisse du taux de la Banque Centrale Européenne, parce que la Chine va, c'est des arguments qu'on répète souvent, ça, mais va moins mal, je ne dis pas qu'elle va très bien, elle va moins mal que les 2-3 années précédentes, donc tout ceci, normalement, n'est pas censé faire basculer la zone euro et donc l'activité économique dans un marasme, etc. Donc, rappelons quand même d'où on sort, hein. Le Covid, c'était un vrai marasme, temporaire, mais marasme quand même. 2022, c'était une très mauvaise année aussi, d'un point de vue de la Chine, de plein de choses, de l'Ukraine, des durcissements monétaires. On est plutôt à la fin de tout ça quand même, au moins dans de l'aspect de durcissement monétaire. Vous voyez, la Chine, normal, a un peu mangé son pain noir sur les 2-3 dernières années, même 4 dernières années quasiment, depuis le Covid. Vous voyez, donc imaginez que ça puisse à nouveau rebasculer sur ce scénario très très négatif en mode 2020 ou 2022. Je n'ai pas l'impression qu'on ait les bases pour ça. Qu'il y a la grosse perturbation politique, déjà 10% de baisse du CAC depuis le sommet, c'est déjà un pricing qui est assez costaud. Et si on devait lâcher jusqu'à 7000, ça ferait du 15% de baisse par rapport au sommet. C'est déjà sacrément costaud pour une perturbation politique, j'ai envie de dire, hein, ou un épisode politique, qui certes est important, mais qui reste du politique. Hein. Donc voilà, voilà mon scénario pour le CAC 40, je ne serais pas plus négatif que sur un cas un peu extrême du 7000. Voilà, voilà mon idée. Alors, on a une question par rapport à ça, si tu peux juste retourner Oui. rapidement. Quel gap haussier ou baissier peut-on voir lundi matin? 50 points sur le CAC. Je pense que là, Mm. ce que tu expliquais comme scénario que tu estimais déjà être un scénario assez terrible, répond à peu près à cette question. Oui, c'est sûr que là, le CAC, imaginons que demain soir, on clôture dans la zone actuelle, vous voyez, à 7700 par exemple. Si, on rappelle, hein, encore une fois, le marché, il- le prix révèle toujours tous les éléments à l'instant T. Donc, tous les sondages qu'on a aujourd'hui, que j'ai montré tout à l'heure, sont dans les prix. Hein. Donc, on considère que le marché, c'est sa base de travail avant le week-end. Si lundi, la base de travail qu'il avait n'est pas celle qu'il avait, justement, si c'est un scénario totalement autre, et donc qui surprend, il y aura, donc on pense tous évidemment à la même chose, majorité du RN par exemple, il y aura un gros gap à l'ouverture, probablement le lundi matin. Un gap de combien?
ça peut se compter, je pense, en plusieurs pourcents. Est-ce que ça peut se compter en moins 10? Je suis pas. Vous voyez, Trump, par exemple, Trump qui était improbable. Encore une fois, à posteriori, on peut dire oui, mais Trump, on s'en doutait un peu. Non, Trump, beaucoup de sondeurs ne le voyaient pas arriver. Même beaucoup d'observateurs considéraient qu'il allait avoir un vote. Je veux dire, le personnage à l'époque, avant qu'il rentre en fonction, était déjà tellement exubérant. On disait, c'est pas possible, il ne peut pas être élu. Même s'il y avait des sujets de société qui interrogeaient. Mais euh, donc, vous voyez, et Trump, pourtant, ça a fait moins 5%. Voilà. Donc, vous voyez, le moins 5, moins 6 qu'on a vu pendant la nuit sur les futurs et qui après a été corrigé rapidement, c'est ça que je dis, c'est que si le RN arrive à cette majorité, pour moi, ça aura à peu près cet effet-là. Donc, je dirais que si on doit avoir, je ne dis pas un gap de 5%, mais la réaction le lendemain, lundi dans la journée, arriver à du moins 3, moins 5, ça ne me paraîtra pas fou si effectivement c'est le scénario RN qui s'imposait. Et donc, le gap, oui, peut être de plusieurs pourcents, peut-être 2-3% de gap, c'est pas impossible sur un scénario extrême. Voilà. Après, le scénario, si c'est le scénario qui est dans les sondages aujourd'hui, qui s'exprime ce week-end et qu'on a lundi, donc les marchés lundi, je pense qu'ils gaperont quand même un peu à la hausse. Hein. Je pense qu'il y aura qu'un petit effet je ne sais pas si on peut dire de soulagement, mais le marché dira bon, ben voilà, on enlève définitivement le scénario extrême, donc on peut rajouter une petite couche de satisfaction, et donc il y aura un gap, peut-être pas de 3% non plus, mais peut-être oui, un gap peut-être supérieur à 1% le lundi matin, ce serait pas impossible. Mais en tout cas, oui, l'hypothèse des gaps va être importante, et donc ça, Eva peut-être vous en parlera un peu, mais toujours le rappel des stops garantis chez IG. Ça, c'est important pour ceux qui travaillent à la hausse ou à la baisse, qui veulent garder des pauses pendant le week-end pour travailler une hypothèse hein, un peu spéculative quand même. Travaillez bien que vos stops garantis. Là, c'est le broker, donc IG, hein, qui vous garantit votre niveau d'exécution, même s'il y a des gaps qui se produisent. C'est ça. Et à la personne qui nous posait la question justement sur le gap à la réouverture, le stop garantie, c'est typiquement l'outil pour vous protéger de ça. Donc là, on en parle sur les indices, mais ça fonctionne aussi très bien quand vous êtes en position sur une action et sur laquelle le matin, potentiellement, vous pouvez avoir un gap à la réouverture. Donc pareil, vraiment outil de protection quand vous êtes dans des périodes de forte volatilité ou d'incertitude. N'hésitez pas à utiliser cet outil qui en plus est facturé que s'il sert. Donc voilà, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser. Si jamais vous clôturiez la position manuellement et que le stop n'avait pas été utilisé, eh bien vous ne le payez pas. Donc vraiment gardez ça en tête et jouez la sécurité toujours, toujours. Et c'est important de le dire parce que c'est vrai que c'est un outil dont on parle, moi je trouve pas assez, ou en tout cas qui est pourtant, quand j'ai de nous, de manière générale, même qui est pas assez connu en fait, hein, parce que les marchés que vous traitez sur le marché à terme, par exemple sur les futurs, si vous mettez un stop à 50 points sur le CAC et que le gap fait 300 points, vous prenez 300 points dans les gencives. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stop garanti sur futur. C'est vraiment un instrument proposé par un IG, donc hein, c'est un savoir-faire il y a de la couverture en amont, etc. Donc c'est un véritable savoir-faire et c'est une assurance qui pour moi a une valeur incroyable. C'est-à-dire qu'on vous dit, même s'il y a un accident de marché énorme qu'on ne peut pas prévoir, ben, nous, brokers, on s'engage à vous garantir la position. Vous vous rendez compte le degré de garantie que ça représente. Donc je trouve que c'est un outil de gestion du risque qui est assez incroyable en fait. Hein. Donc voilà, c'est à savoir si vous voulez travailler un jour ou si c'est déjà client ou si vous voulez devenir client un jour. Je pense que c'est un argument intéressant. Pour poursuivre un petit peu, je voulais juste vous montrer quand même quelques cas voilà, quand on parle de panique aussi complète en zone euro. Tout à l'heure, je montrais le spread entre l'OAT et le Bund. Je vous montre là ce qui s'était passé au niveau d'Italie, par exemple, à l'époque de la crise de la dette. L'Italie, vous voyez, l'écart du taux 10 ans italien par rapport au 10 ans allemand, il avait atteint 550 points de base. Vous voyez, la France à l'époque, c'était 190 points de base avec l'Allemagne. Vous voyez, quand on parle vraiment de panique, la panique, c'est ça. Hein, c'est vraiment imaginez, ça représente 5% d'écart entre le taux d'emprunt d'un pays par rapport à un autre, c'est intenable. Et là, à l'époque, il y avait des menace vitale pour la zone euro. Hein. C'est pour ça que la Banque centrale européenne a dû intervenir. Et justement, vous voyez, on va en parler un petit peu de la Banque centrale européenne, donc Christine Lagarde ici. Il y a eu quelques déclarations, donc vous les avez vues passer ces déclarations, je vous le rappelle quand même brièvement, pour ceux qui, encore une fois, ne sont pas forcément la tête toute la journée sur les graphiques et sur les flots d'informations. Il y a eu deux déclarations pour moi qu'il faut retenir. La première, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais de Christine Lagarde, qui avait expliqué que, grosso modo, il fallait quand même qu'il y ait une stabilité financière pour qu'il y ait stabilité sur les prix. Donc le mandat sur l'inflation, qui est son mandat principal, ne pouvait être respecté que s'il y avait aussi stabilité financière. Donc en gros, c'est-à-dire que si les marchés font n'importe quoi, c'est pas le meilleur cadre pour avoir pour avoir une stabilité de prix. Donc ça sous-entend quand même qu'à un moment donné, si la situation devient complètement extrême et qu'il y a encore une question qu'il est encore question, comme en 2011, hein, de sauver la zone euro, parce qu'il était question de ça à l'époque, la BCE, normalement, peut intervenir. Mais le sentiment qu'ont beaucoup d'observateurs, et je pense qu'il est bien réel, ce sentiment, qu'il est juste, ce sentiment, c'est que la BCE ne courra pas sauver la dette française
dans les jours qui suivront l'élection s'il y avait une tension très rapide. C'est-à-dire, en gros, si lundi, mardi, mercredi, vous avez des spreads qui s'écartent assez fortement parce que, surprise au niveau d'une majorité absolue que personne n'a vu arriver, et que les annonces qui suivent cette majorité absolue décoiffent les investisseurs et personne ne sait quoi faire avec ce genre d'infos à part paniquer, eh ben, la BCE laissera le marché dans son jus et laissera la France, surtout pas le marché. Elle laissera un peu le marché dans son jus, mais elle laissera la France dans son jus. En sous-entendu, vous assumez vos programmes, assumez vos propos. C'est vous qui déclenchez cette action dans le marché, c'est pas moi la BCE qui génère ça. C'est vos politiques, vos responsables politiques ou les prétendants politiques qui génèrent cette volatilité-là. Donc, à eux, ils s'adressent aux investisseurs. C'est aux responsables politiques de s'adresser aux investisseurs en leur proposant des choses qui sont cohérentes et qui permettent aux investisseurs de continuer à prêter à la France. Ça va être ça le message, je pense, en premier temps. La BCE ne bougera pas d'un doigt si la surprise politique est là lundi et qu'elle est entretenue dans le mauvais sens et qu'elle fait peur aux investisseurs. C'est pas à la BCE de dire aux investisseurs venez quand même ici, et la France c'est un pays sympa, prêtez-leur. Non, non, ce sera aux responsables politiques français. Et si une fois que les responsables politiques qui apportent des réponses qui peuvent satisfaire le prêteur, si la BCE estime que ces réponses sont, quand je dis qu'elle estime par rapport à des critères de soutenabilité de la dette, ce genre de trucs, si elle estime que les réponses sont adaptées, à ce moment-là, elle interviendra dans le marché, vous voyez, dans un second temps. Et est-ce qu'elle peut intervenir sur le marché? Elle peut toujours intervenir sur le marché. La question de peut-elle le faire? Déjà son bilan, regardez, le bilan de la BCE, c'est la taille du bilan, ça se compte à droite, vous voyez ici, ça c'est ici, par exemple, le pic ici, c'était 8800 milliards. Pas 8,8 ou 88 milliards, ou ni 800 milliards, c'est 8800 milliards, c'est le pic, quasiment 9000 milliards, donc on avait atteint en termes de taille de bilan, c'est-à-dire quand la BCE avait acheté plein d'actifs, des obligations de tous les pays ou de beaucoup de pays, voilà, ça avait fait gonfler le bilan. Ensuite, vous voyez que depuis le durcissement monétaire, on a fait dégonfler le bilan. Il y a plus de la moitié du bilan qui a été effacé. Donc, on a refait des cartouches du côté de la BCE, sachant, et vous le voyez dans l'histoire du bilan, que l'idée n'est jamais de revenir à des niveaux initiaux. Il y a des vagues qui correspondent à des stress auxquels il faut répondre. Là, c'est la crise de la dette, ça détend un peu. Puis là, à nouveau, on lance un programme d'achat d'actifs parce que l'inflation est trop faible, etc. Vous voyez, plateau ensuite, puis ça repart, puis on diminue. Jamais, vous voyez que par exemple, ce plateau ici nous a ramené, boum, ici, c'est pas arrivé ça. À part un peu ici quand même, vous voyez ici, un petit peu quand même. Et après, il a fallu faire du QE parce que d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Vous voyez, ce qui avait justifié le QE, le quantitative easing qui a été lancé derrière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, on a par contre, si on se pose la question de la faisabilité d'une intervention de la BCE, bien sûr qu'elle peut intervenir. L'ajustement de son bilan, qu'elle a nettement dégrossi depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, eh bien, lui donne des marges de manœuvre. Les taux ont beaucoup été relevés, ils peuvent être baissés s'il y a besoin, s'il y a un stress économique plus fort, et le bilan peut être un petit peu à nouveau utilisé s'il y a besoin. Donc, il ne faut pas par contre se dire la BCE, même si elle veut le faire, ne pourra rien faire. C'est tout l'inverse. La question, c'est voudra-t-elle le faire? Pour moi, la réponse, c'est non dans un premier temps s'il y a besoin. Elle le fera une fois que les politiques auront pris leurs responsabilités et qu'ils proposeront des choses cohérentes avec les trajectoires soutenables de dette. Voilà. Et je vais juste terminer par, on a à peu près tout dit, voilà, juste un petit peu là-dessus sur les écarts de volatilité. Alors là-dessus, je me suis quand même trompé. Je pensais que, alors bon, l'épisode n'est pas fini complètement, mais ça, c'est les écarts de volatilité entre les marchés européens. Vous voyez ici en bleu. Donc ça, c'est le stock 600, l'Eurostock 600. Ça, c'est la volatilité du stock 600. Donc on avait atteint 20 de volatilité un petit peu avant le premier tour. Et ça, c'est la volatilité des marchés américains, du SP500. Et quand on avait vu la vol européenne partir comme ça, historiquement, vous voyez que quand la vol européenne part, la vol US se suit. Il n'y a jamais des écarts comme ça aussi importants qui durent Ouais, sur c'est les ce deux. que j'allais te dire, hein, c'est la Hmm. première fois que Ouais. c'est si différent au niveau de la variation, Ouais, hein. il y avait quelques cas comme ça il y a quelques années, mais généralement la volatilité US avait toujours, vous voyez, quand à l'époque de la crise de la dette, je ne l'ai pas là comme exemple, mais si on le regardait, ça donnerait ça. C'était d'abord effectivement la volatilité en bleu qui était partie, et puis après la volatilité jaune qui avait rejoint la volatilité bleue, donc européenne. Et là, ça n'a pas été le cas. Et je trouve ça assez incroyable parce que alors moi, mon avis, c'est que, c'est que les marchés US sont chers et vont donc le devenir encore plus. Et je trouvais que justement l'épisode européen aurait pu permettre d'alléger un peu vous voyez, la tension qu'il y a sur les marchés, la cherté des marchés américains. Ils sont chers, ces marchés américains. Et je pensais que ça aurait été un bon alibi, en quelque sorte, vu que la Fed ne baisse pas encore ses taux et qu'il y a un peu de stress politique en Europe, eh bien, ça aurait été l'occasion pour les investisseurs chargés lourdement en valeur US de prendre un peu leurs bénéfices, par exemple. Ça n'a pas été le cas. Ce qui est assez bluffant, c'est que la vol US n'a pas bougé et que c'est la vol européenne qui est en train de rejoindre la vol américaine. Alors après, ne le souhaitons pas par contre.
Je dis quand l'épisode n'est pas terminé, c'est que on verra lundi ce qu'il en est. Mais si lundi, il n'y a pas de surprise majeure politique et qu'en plus, dans les jours qui suivent, on arrive à former un gouvernement et que les discussions reprennent normalement à l'Assemblée, il n'y a pas de raison, je dis bien si, il y a beaucoup de si là-dedans, s'il y a gouvernement, s'il y a donc, etc., il n'y a pas de raison que la volatilité européenne ne retombe pas à 12 ou 13, là où elle était avant la tension politique. Voilà, c'est par contre, ce qu'il ne faudrait pas avoir, ça je ne le souhaite pas, je le dis très clairement, c'est qu'il y ait des grosses surprises politiques lundi, mais qui vraiment sèment un trouble fort sur les marchés de la dette notamment, où là évidemment la volatilité d'un seul coup remonterait pas seulement à 20, elle irait peut-être même largement au-dessus. Et à ce moment-là, effectivement, la volatilité américaine commencera à embrayer quand on sentirait qu'il y a vraiment un stress durable sur l'Europe, vous voyez. Voilà, donc je ne sais pas trop où on sera lundi, mais je dis simplement voilà, que j'étais assez étonné que la vol US parvienne à garder comme ça son flegme face à une situation européenne qui aurait totalement justifié, selon moi, de se couvrir un peu, voilà, se couvrir un peu sur les actifs américains. C'est pas le cas, donc ils sont chers, ils restent chers, et pour l'instant, il n'y a toujours pas de fenêtre de prise de gain sur ces marchés américains. Voilà, Alors, Maëva, on ce a que je une voulais à peu près dire. remarque, Oui, Alexandre, justement, par rapport à ce que tu disais sur la BCE. Est-ce que la Cour oui, constitutionnelle allemande pourrait oui. interdire à la BCE d'intervenir? Ah, bonne question. En tout cas, les Allemands se sont fait entendre, hein. C'était donc avant le premier tour, donc c'était la semaine dernière. De mort, c'est le ministre de l'économie allemand qui s'est exprimé en expliquant qu'il ne souhaitait pas. Il a dit clairement, il n'a pas pris de gants. Il a dit qu'il ne souhaitait pas que la BCE intervienne s'il y avait du stress sur la dette française. Alors, sous-entendu, si c'était un stress généré par des propositions politiques farfelues, c'est ça que ça voulait dire, hein. Il n'a pas dit si c'est la panique complète, on va pas. C'était ce qu'on vient d'expliquer là. C'est-à-dire qu'il a dit, en gros, on ne souhaite pas que la BCE rassure dès maintenant et qu'en gros, elle fasse comprendre qu'elle peut intervenir à tout moment s'il y a besoin. Voilà. Donc, et est-ce que la Cour allemande le peut? Bonne question. Ça, je ne sais pas. C'est une question pour un juriste. Effectivement, mais c'est une vraie bonne question. Je ne sais pas si elle peut interdire. On a vu par exemple qu'elle s'est opposée à des mesures budgétaires allemandes. Ça, elle le peut sur la partie domestique. Elle le peut. Est-ce qu'elle peut obliger et contraindre la BCE? Ça je ne sais pas. Par contre, il y aurait, vous savez que les décisions au niveau de la BCE se prennent au niveau du Conseil des gouverneurs quand même, hein. Donc, que ce soit pour les hausses et baisses de taux, il y a des décisions qui se prennent en commun au niveau du Conseil des gouverneurs. Assez souvent, il y a quand même des unanimités. Donc là, ça donnera lieu à des discussions en tout cas, hein. Il y aura forcément des réunions qui se tiendront si les spreads s'écartent. Et ce ne sera pas une question, je suppose, de majorité. Hein. S'il y a trois quarts du Conseil des gouverneurs qui veut que la BCE intervienne parce qu'ils craignent pour leur propre économie et leur inflation, ce genre de choses, évidemment que je pense que la majorité l'emportera. Mais c'est quand même un saut dans l'inconnu, voilà, ça je veux dire. Si nous arrivions à cet épisode-là, euh, évidemment que le CAC sera plus bas et évidemment que le spread sera plus haut à ce moment-là si le Conseil des gouverneurs doit se réunir en dehors des réunions. Ce qu'il sait faire, hein, pendant le Covid, ça a été le cas, il y a des réunions en dehors des réunions programmées de politique monétaire. Donc voilà, on peut se réunir en urgence, même en l'espace de quelques heures, hein, c'est tout à fait faisable. Mais oui, je pense que l'Allemagne, dans un premier temps, jouera ce rôle un peu de père fouettard en ne voulant pas que la BCE intervienne, et ce qui n'est pas incompréhensible. On ne peut pas blâmer les Allemands en disant bah non, encore il faut s'opposer à tout. Là, on peut pas raser gratis dans une euro. C'est ça l'idée. C'est que on peut aider quand il y a besoin, mais il faut qu'il y ait des gages de bonne volonté. Voilà, voilà. C'est clairement le message. Un peu comme l'Italie, par exemple. L'Italie qui est très endettée, ça n'a pas empêché hein, la BCE d'intervenir sur sa dette, mais parce qu'aussi, Mélanie, par exemple, a présenté des gages. Oui, ce que je vous ai montré là, par exemple, pour la trajectoire de la France ici, il y avait d'autres graphes que je peux vous montrer sur la dette, le ratio dette PIB de l'Italie. Pas seulement année par année, mais totale, hein, la dette totale par rapport au PIB. Et l'Italie, depuis 3 ans, elle a quand même un ratio qui diminue. Alors, qui reste toujours très, très élevé, hein. On était, je crois, à des 150, on est plutôt vers les 130% par rapport au PIB, donc la France aux alentours de 110%. Mais depuis 3 ans, il y a quand même eu des améliorations. Vous voyez, donc c'est ça que la BCE veut voir en fait. Et c'est pour ça aussi qu'elle a pu acheter de la dette italienne, parce qu'il y avait une sorte de gage que voilà, on s'engage à faire des choses qui sont, même si l'Italie est toujours Ouais, dans le on n'y est viseur pas de. encore, mais on Voilà, progresse et on améliore les c'est complètement choses. ça. Et ils ne seront jamais à 100%, ça, j'y crois pas du tout. Simplement, c'est que il faut que l'endettement, il est toujours voué à monter. Hein, ça, on ne peut pas l'arrêter complètement, mais il faut que tout le monde bouge à peu près au même rythme. C'est ça l'idée, c'est que on ne peut pas, comme la France le fait, par exemple l'année dernière, être à 5,5, alors que la plupart des pays, par exemple, en moyenne, sont plutôt à du 3,5. C'est l'exemple que je donne, hein, mais serait à 3,5. Là, ça va pas. Si tout le monde est à -4, ça va. Parce que tout le monde le fait. Mais on peut pas avoir des pays qui sont à -6, -7 et d'autres à -2, -3. Hein. Encore une fois, c'est une union. Il faut voir ça comme voilà, qui a ses règles. Parfois, elles sont pas simples. Et souvent, on peut
s'arranger un peu de ses règles, mais quand on s'en arrange trop, quand on dévie trop par rapport à ça, il y a quand même de la souplesse. Regardez, on ne peut pas dire que la France n'a pas tiré sur la corde des règles européennes, hein. Bon, on a beau dire ouais, c'est la faute à l'Europe, bah non, c'est la faute à qui là? C'est pas l'Europe qui vous fait vous endetter, hein. Donc à un moment donné, quand vous vous éloignez trop des règles du jeu, qui est accepté par tout le monde, eh bien c'est là qu'il faut faire des efforts ensuite, a posteriori, et la France va devoir faire certains efforts. Voilà. Après, juste m'arrête là-dessus, Maëva, pas faire trop long, mais euh, ce qui pourrait être pas mal pour la France, on parle toujours, vous voyez, de ratio dette par rapport au PIB. Si la croissance de la zone euro réaccélérait dans les trimestres qui arrivent, grâce aux baisses de taux, avec une Chine qui irait un peu mieux, une Allemagne qui irait un peu mieux, si votre dette reste constante, c'est-à-dire que vous émettez toujours le même montant de dette, mais que votre croissance progresse, il y a aussi plus de recettes fiscales, plus de choses comme ça. Donc, vous pouvez avoir un ratio qui mécaniquement s'améliore, qui passe par exemple de 5,5 à -4, juste parce que la croissance est meilleure, que les recettes fiscales sont un peu meilleures. Vous voyez, c'est pas seulement en coupant les dépenses à fond d'un coup. Ça, évidemment, ça aiderait, mais ça mettrait la France en récession aussi probablement. C'est aussi en jouant sur les leviers de croissance, en stimulant un peu la croissance, en s'assurant que la croissance reste bonne. Donc, effectivement, la BCE a un rôle à jouer par rapport à ça. Et ça peut permettre, même sans trop baisser le niveau de dépenses subitement, de mécaniquement d'améliorer le ratio dette par rapport au PIB. Donc, toujours regarder aussi le volet, il y a l'aspect dette, mais c'est un ratio dette par rapport au PIB. Si le PIB croît rapidement, ou mieux qu'auparavant, eh bien, ça rendra aussi service à la France. Et oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut de la croissance. Ça passe d'abord par là, hein. On redistribue ce qu'on a créé comme richesse, hein. On ne redistribue pas ce qu'on n'a pas créé. Donc, voilà, on peut faire un peu d'effort sur les dépenses, ça je le pense, mais il y a aussi la stimulation de la croissance qu'il ne faut pas non plus minorer comme bon levier pour, je ne dis pas se désendetter, mais aussi pour en tout cas limiter son endettement, très clairement. Voilà, j'en ai terminé. Bah, s'il y a des questions, n'hésite pas. J'ai juste 2 remarques, Alexandre, et ensuite on Oui, on terminera. Alors une question, si aucune majorité pour former, le gouvernement, quid du risque de démission du président qui chercherait par ce ouais, biais ouais. l'obtention d'une majorité? Il a été clair quand même là-dessus, hein, parce que c'est une question qui lui a beaucoup été posée Mm. et jusque-là, il a dit non. Voilà, il a dit que Ce la serait, ouais. démission n'était pas à l'ordre du jour. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un revirement, hein, comme à chaque Mm, fois. mm, mm. Mais pour le Oui, c'est moment, toujours sa pareil. Oui, position, oui, c'est non. oui. Oui, moi pareil, si on me demande aujourd'hui, est-ce que vous pensez probable que ça arrive? Une démission, non, qu'après, il y a à nouveau de nouvelles élections ou un gouvernement technocratique, en fait, hein. Moi, je verrais plutôt d'abord l'hypothèse d'un gouvernement, si vraiment il n'y a aucune entente possible, aucune, euh, je verrais plutôt l'hypothèse d'un gouvernement de technocrates d'abord, et si ça échoue, le cas ultime, effectivement, c'est plus de président Mmh. et on relance l'élection. Mais pour moi, il y aura d'abord, je pense, d'abord un gouvernement, quelque chose d'un peu de nouveau. Enfin, encore une fois, la nouveauté, certains pays l'ont expérimenté, ça s'est pas mal passé en Italie, par exemple, hein. Les Eh ben gouvernements de justement, technocrates en Italie, Alexandre, ça s'est pas par passé. rapport à ça, Mm, une personne nous dit on peut faire l'analogie avec la Belgique où l'absence de gouvernement s'est finalement plutôt bien passée. Un mm. gouvernement technique aura plus de facilité à resserrer les dépenses, il me semble, sans forcément augmenter les Oui, recettes. oui, Donc voilà, c'est un bon c'était argument parce que, exactement ton oui, scénario. et parce qu'en plus, justement, on dira, ce ne sont pas les politiques qui ont fait ça, ce sont les technocrates. Donc, en gros, bon, bah, il y aura moins peut-être de ressentiment politique vu que ce ne sont pas des politiques. Et effectivement, parfois, les gouvernements technocratiques peuvent faire passer des mesures je veux dire, de bien commun, en tout cas à l'échelle du pays par rapport à la dette et aux investisseurs, sans justement que ça y ait de préjudice politique vu qu'ils sont plus réellement représentatifs, ils ne représentent pas forcément de sensibilité politique. Donc, ça peut être aussi un moyen, effectivement, de faire passer quelques petits trucs vu que ce sont des technocrates et qui sont là pour appliquer des mesures un peu techniques. Parfait. Ben écoute, merci Alexandre. On a terminé sur les questions. Merci à tous. Énormément de remerciements, hein, donc j'en profite pour te les passer, C'est Alexandre. sympa, merci Vous beaucoup, merci à tous. retrouvez, voilà, vous retrouvez à l'écran quelques QR codes. Vous en avez un avec les idées de trading, donc c'est pas mal, hein. Ce sont des analystes par exemple day by day, DT Expert qui vous les fournissent. Donc si vous êtes un petit peu en manque d'inspiration, manque de temps, n'hésitez pas à scanner cela. Les réseaux sociaux, et vous retrouverez notamment le compte X d'Alexandre sur lequel il y a beaucoup d'informations, de stats qui vous sont données. Donc n'hésitez pas également à vous abonner. Et puis après, pour le podcast hebdomadaire, je sais que c'est un format qui est très apprécié parce qu'on peut l'écouter en voiture, dans le métro, que sais-je. En tout cas, c'est extrêmement pratique pour se tenir informé quand même de l'actualité économique, du contexte particulier, surtout en ce moment. Eh bien, n'hésitez pas à écouter nos podcasts. Merci encore à toutes et à tous. Bonne soirée et à très bientôt pour nos webinaires. Et celui-ci sera disponible en replay dès demain sur notre chaîne YouTube et sur IG Academy. À bientôt. Merci Maëva et merci à tous, bonne soirée, à bientôt, au revoir.